Bonjour, donc quelques mots pour bien situer les enjeux de ce débat. Quelques chiffres que tout le monde connaît mais qu'il faut rappeler. 60 à 80 milliards d'euros manquent chaque année au budget de l'État du fait de l'évasion fiscale des particuliers. 40 à 60 milliards d'euros supplémentaires manquent toujours à ce même budget de l'État chaque année du fait de l'optimisation fiscale des multinationales. Et puis au niveau de l'Union européenne, c'est, d'après un rapport officiel toujours, 1000 milliards d'euros qui manquent au budget des pays de l'Union européenne. Et on le sait, d'après les travaux du Tax Justice Network, de 20 000 à 30 000 milliards de dollars qui sont stockés dans les paradis fiscaux. Donc l'argent, il existe, l'argent pour financer la transition sociale et écologique, il existe, il faut aller le chercher. Alors, on ne peut pas nier que depuis quelques mois, depuis les années toutes récentes, il y a eu de réelles avancées dans la lutte contre l'évasion fiscale. Ceci dit, il faut bien voir que ces avancées, les États les ont réalisées à reculons. On pourrait dire à l'insu de leur plein gré. Ça a toujours été des décisions prises en catastrophe suite à des scandales majeurs révélés par des lanceurs d'alerte, par la presse indépendante. Dans l'affaire Cahuzac, évidemment, on a vu le rôle de Mediapart et de la presse indépendante, par le Consortium international de journalistes d'investigation, par les lanceurs d'alerte comme Antoine Deltour, Raphaël Allais dans le cas de LuxLeaks. Et donc les États n'ont fait que réagir sous la pression de l'opinion publique à des scandales inacceptables et qui suscitaient une grande émotion dans la population au niveau international. Évidemment, nous, donc les faucheurs de chaises, notre objectif c'est de faire en sorte que ces avancées récentes se traduisent réellement par des rentrées fiscales nouvelles pour les services publics, pour financer la transition écologique dont nous avons si urgemment besoin. Aujourd'hui, on n'est pas simplement là pour soutenir John, on est surtout là pour faire le procès de l'évasion fiscale. Donc, quand on se bat au niveau européen pour avoir une directive sur les lanceurs d'alerte, l'idée est bien que ce ne soit plus les Deltour, les Palais et les autres qui soient devant les tribunaux, mais que ce soit les banques et leurs dirigeants qui soient devant les tribunaux pour incivisme caractérisé, pour fraude à l'intérêt général et pour fraude organisée auprès des ressources qui sont les ressources du contribuable, qui sont les ressources de la société et qui devraient aller vers l'éducation, la santé et la transition écologique. Regardez les différents conseillers économiques des présidents ou dans le cabinet à l'Élysée. Que ce soit Sarkozy et Hollande, ils ont quasiment tous fini dans les banques. Ils finissent à AXA, ils finissent au Crédit Agricole, ils finissent à la BNP. Et quand ce n'est pas les conseillers qui vont vers les banques, ce sont les banques qui vont dans les institutions. Je ne parlerai que du nouveau patron de la Banque de France, qui était quand même directeur général délégué de la BNP. Donc il faut absolument remettre des barrières imperméables entre l'exercice et la défense de l'intérêt général et l'exercice et la défense des intérêts privés. La loi de séparation des banques, c'est le lobby bancaire qui l'a écrit. C'est comme si on avait demandé aux évêques de rédiger la loi de séparation de l'Église et de l'État. Ça aurait été quand même beaucoup moins efficace. Et là, on a demandé au lobby bancaire, on a demandé à Valérie Rabault de lutter contre les paradis fiscaux. C'est se moquer du monde. Cette connivence, elle est grave. La BCE aujourd'hui crache 70 milliards par mois. 70 milliards par mois pour racheter de la dette publique, mais alimenter la bulle financière parce que les banques n'investissent pas dans l'économie réelle. Donc moi, ce que je propose, c'est un plan massif d'investissement à l'échelle européenne, 600 milliards d'euros par an, financé par la Banque européenne d'investissement, financé par les banques nationales d'investissement, garanti ou racheté par la Banque centrale européenne. On peut parfaitement faire ça demain et financer la transition énergétique qui nous permettra aussi de nous libérer de Poutine, des pétromonarchies du Golfe, du Niger sur l'uranium ou du Gabon d'Ali Bongo. Et aussi de créer, de relocaliser l'économie et de pousser notamment à cette transition énergétique citoyenne qui nous réconcilie. Parce que quand on fait de la transition énergétique citoyenne, on est consommateur de notre énergie, on est producteur de notre énergie et notre épargne notamment peut aller vers le financement de cette énergie citoyenne. Donc c'est comme ça aussi
qu'on retrouve le contrôle de nos vies. Quand la Banque centrale veut créer 1000 milliards sans aucun contrôle démocratique et va les donner aux banques en espérant que les banques vont être gentilles, c'est faire preuve d'une naïveté incroyable, ça alimente la spéculation, ça prépare une crise plus grave que 1929. Par contre, si ces 1000 milliards qui existent, qui vont exister tous les mois, étaient mis sur un plan Marshall pour sauver le climat, on pourrait sauver le climat et on pourrait créer 5 millions d'emplois en Europe. Il manque 100 milliards chaque année, et bien du coup, on n'a pas d'argent pour les services publics. Du coup, on ferme l'hôpital du coin, du coup, on ferme l'école du coin, du coup, on a coupé 3 milliards dans le budget des collectivités, il faut supprimer le poste de cantonnier. Et donc, une partie des gens qui votent pour le FN, c'est qu'ils n'en peuvent plus, ils voient maintenant leurs impôts augmenter. Quand il y a 100 milliards qui partent vers les paradis fiscaux et qu'en plus on donne 40 milliards au MEDEF sans aucune contrepartie, eh c'est des dizaines de milliards qu'il faut trouver. On coupe dans les finances publiques et on augmente les impôts sur monsieur et madame tout le monde. Donc on comprend qu'il y a une colère qui monte, on comprend qu'il y a un ras-le-bol qui monte. Soyons pédagogues aussi, à quoi servent nos impôts? Si on montrait à quel point, si tu vas accoucher, ça coûte 2000 € en vrai. Si on n'avait pas notre système de sécurité sociale, voilà ce que tu paierais. L'école, voilà le coût, c'est 700 € par mois de tête pour un collégien. Si on montrait à quoi ça sert de façon beaucoup plus transparente, on aurait moins cette espèce de truc, oh, ils nous prennent encore de l'argent pour ces impôts. Non, ça sert à quelque chose et ça sert aussi aux gens qui veulent s'installer. Et il faut absolument lutter contre ce découragement. C'est un des intérêts de se retrouver à des centaines ou peut-être des milliers cet après-midi, de lutter contre le découragement et dire qu'on peut provoquer un sursaut. Je pense qu'on peut gagner des batailles. Je pense que là, sur Stop TAFTA, il y a quelques années, les premiers dans cette salle qui ont commencé à rédiger des argumentaires, on les prenait pour des gauchistes, des utopistes. Et maintenant, il n'y a plus grand monde qui croit qu'on va avoir ce traité minable. On voit comment, quand il y a un peu de volonté politique, la Wallonie, pendant une semaine, les copains, Paul et les autres, ont bloqué. Et je pense, y compris en Allemagne, que maintenant des millions de citoyens comprennent qu'il ne faut pas de ce traité. Donc on peut créer la surprise. Je finirai en disant que mon dernier cours d'histoire quand j'étais étudiant, le plus grand spécialiste de l'Allemagne, en avril 89, nous a expliqué que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans. Et si on avait attendu les vieux diplomates et les vieux partis politiques, le mur de Berlin serait encore là. Mais ce sont des citoyens qui se retrouvaient dans des cafés, dans des gymnases, dans des salles comme aujourd'hui, qui se sont dit qu'il y en a marre de ce système et on va se mettre en mouvement. Et ce sont des citoyens qui ont fait tomber le mur de Berlin. Aujourd'hui, il y a un système économique qui s'effondre, le capitalisme s'effondre et tout en l'air. À nous de reconstruire sans attendre les vieux.